étoile dans la nuit sur fond noir, une étoile au bas d'une page, une étoile solitaire pour simple conclusion, suivie d'un nom, une étoile pour unique message. L'étoile poétique, celle qu'on observe avec ravissement en levant les yeux un soir brillant, celle sur laquelle il faut se concentrer, plisser les yeux, hypnotiser. L'étoile qui nous ouvre une porte sur la rêverie, la création. L'étoile dont nous sommes finalement tous d'une poussière issue un bouillon créateur de son cœur ardent. Que nous apprend-elle? Quel cadeau nous offre cette invitation à rêver? Il était une fois une cire modelable enveloppée de fumée donnant des formes complexes qu'on appelle l'humain, éclairée par une étoile flamboyante. Il était une fois. La France d'après-guerre, période artistiquement prospère, nous a offert moult évolutions artistiques dans tous les domaines. Musique, littérature, poésie, peinture, de l'art, pour sûr. Mais c'est à la fin du 19e, siècle politiquement agité, que Jean Cocteau voit le jour à Maisons-Laffitte, en Île-de-France. D'une famille bourgeoise nettement connectée aux sphères artistiques, son père, peintre amateur, et son grand-père, collectionneur d'art. Une enfance marquée d'une terrible blessure, car à peine âgé de 9 ans, son père se suicida. On peut facilement deviner l'impact sur la vie du jeune Jean. Après avoir quitté sa famille pour le lycée Condorcet, les difficultés se poursuivirent. Notre Jean Cocteau, la tête dans les étoiles et peu intéressé par les études, fut renvoyé après avoir raté son bac à 2 reprises. Laisse tomber, Jean. Poussé par Édouard de Max, acteur tragédien, Cocteau rencontra le gratin du tout Paris et ne tarda pas à publier ses premiers recueils de poésie. L'étoile se mit à briller. Le premier recueil fut La lampe d'Aladin, bien entendu inspiré des Mille et une nuits. L'imaginaire des contes féeriques eut un fort écho en lui et laissera une empreinte sur toute son œuvre. Cocteau n'a eu de cesse de vouloir moderniser les mythes anciens, en tirant en tous sens leurs vertus et puissances et leur donner une renaissance. Productif, il écrivait aussi bien de la poésie que des romans, des ballets ou pour le théâtre, l'opéra. Il survola la Première Guerre mondiale en s'impliquant seulement « guillemets » comme ambulancier. Cette expérience donnera tout de même le roman Thomas l'imposteur en 1923. Rapidement de retour à Paris, il adapta Roméo et Juliette au théâtre de la Cigale en 1924. Comme de nombreux artistes, son inspiration artistique vient très directement de ses expériences de vie. Pour Les Enfants terribles, c'est la famille Bourgoin qu'il dépeint et qui marquèrent sa vie. Pour le célèbre personnage d'Argelos, il est issu d'une rencontre au lycée. Jean Cocteau est un artiste très productif et touche-à-tout. Il traversa la vie de très nombreux artistes qu'il influença sous différents aspects et qui restèrent à la postérité. Des planètes en gravitation sereine autour de l'étoile Cocteau, dans un système artistico-solaire flamboyant. Dans les années 20, Raymond Radiguet, avec qui il eut une relation amoureuse, l'aida à s'épanouir artistiquement. Le pauvre Radiguet meurt d'une fièvre infectieuse à seulement 20 ans, laissant derrière lui les classiques, Le diable au corps et Le bal du comte d'Orgel, et un Cocteau choqué. Beaucoup d'artistes devinrent ses compagnons pendant un temps et furent à chaque fois une grande source d'inspiration pour lui et lui pour eux. Il fréquente André Breton, Jean Crotty, Picasso, Coco Chanel, Édith Piaf, Proust, Apollinaire, Chaplin, etc., etc. Dès les années 30, Cocteau s'intéresse au cinéma et réalisa des courts et moyens métrages. Le premier, en 1930, Le sang d'un poète, moyen métrage surréaliste, donne de suite le ton et l'univers visuel que Cocteau développera par la suite. Surréaliste, disais-je, certes, mais Cocteau lui rejeta ce qualificatif pour son film. Produit par un mécène, le vicomte Charles de Noailles, à hauteur de 1 million de francs. Sympa. Ce moyen métrage est suffisamment étrange et intéressant pour lui consacrer sa propre vidéo. Essayez-le si vous pouvez. Parmi les artistes l'entourant, l'un nous intéresse tout particulièrement. En 1937, Cocteau rencontre Jean Marais et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il lança littéralement sa carrière et le projettera même au firmament. Leur relation et leur collaboration fut longue et fructueuse, amoureuse aussi malgré l'écart d'âge de 24 ans. Mais stop, gardons-nous Jean Marais sous le coude quelques instants. Nous plongerons plus tard dans l'eau de ces marais, histoire d'avancer sur Cocteau. Fin des années 30, la Grande Guerre pointe le bout de son nez et cette fois les choses sont bien différentes.
l'implication de Cocteau est plus ambiguë et certains l'accuseront même au minimum d'un certain opportunisme envers les Allemands. Faute en partie aux louanges qu'il fit à son ami sculpteur du Troisième Reich, Arnaud Brequet, et son apparition sur la chaîne de télévision allemande Fernsehsender Paris. Bref, j'ai fait de mon mieux sur la prononciation. Suite à la guerre, c'est au cinéma que Cocteau s'attaquera avec La Belle et la Bête en 1946, puis Orphée en 1950, qui sont ses deux plus grands succès. La Belle et la Bête sera diffusée jusqu'en Chine, remarquable pour l'époque. L'étoile brille de 1001 feux sur une et même nuit. Orphée précède son dernier film, à ne pas confondre Le Testament d'Orphée, sorti 10 ans plus tard en 1960 et sera son dernier passage au long métrage. Ce dernier vit le jour grâce au soutien du non moins Truffaut François de son prénom, ami de Papy Steven et spécialiste des extraterrestres. Non, ami de Papy mais plutôt grand réalisateur français que nous ne présentons plus. Touchant quand Truffaut débarqua sur le tournage du Testament d'Orphée avec un chèque sous le bras ou plutôt dans la poche. Les recettes de son premier film, les 400 coups, gracieusement apportés à Cocteau pour l'aider à terminer son film. Juste retour des choses puisque Cocteau avait favorisé son film à Cannes pour que ce dernier soit remarqué. Mission accomplie donc puisque Truffaut avait remporté le prix de la mise en scène en 1959. 3 ans plus tard, l'étoile épuise son carburant et un œdème au poumon emporta Jean Cocteau dans sa propriété de Milly-la-Forêt. Une crise déclenchée suite à l'annonce de la mort de son ami Edith Piaf. Les deux se suivent donc et l'on comprend que l'amitié et les collaborations artistiques chez Cocteau sont décidément le poumon de son existence. Faites semblant de pleurer les amis puisque les poètes font semblant d'être morts, disait Cocteau. Mais je ne crois pas à la mort. Je ne crois pas à la mort parce que la mort est une des formes de la vie. Une seule étoile non morte donc, et bien un système solaire autour, en symbiose. Avant de poursuivre, nous nous devons de faire une halte sur Jean Marais. On ne peut pas parler de Cocteau sans parler de Jean Marais et on ne peut pas parler du cinéma français sans parler de Jean Marais. Monsieur comment? Alors bon, parlons de Jean Marais. Non, si. Oh. Et la question est-ce que Jean se marrait? Alors moi il m'épate. Voyons cela. Ah, la constellation Jean Marais. C'est la beauté certes, le charisme et l'ambition aussi. Il est la figure du théâtre mais surtout du cinéma de Cocteau. Ce n'est pas compliqué, Cocteau tourna 5 longs métrages, Jean Marais a tourné dans les 5. Puis, pas loin de 100 films dans toute sa carrière. Né en 1913, il a donc 24 ans de moins que Cocteau et l'on sent déjà le côté pour le moins sulfureux d'une telle relation à l'époque dans une France sortant juste de la Grande Guerre. Car oui, Cocteau-Marais c'est un couple théâtre à l'écran mais aussi amant à la ville. Que leurs sentiments soient pleinement réciproques ou non, une affection profonde liera les deux hommes jusqu'à la fin et même au-delà. Pour moi, il n'est pas mort parce que je continuerai à penser à son jugement et il continuera à me diriger. La filmographie de Jean Marais et son impact sur le cinéma est tellement énorme que ce serait très long d'en faire le tour. Pour faire court et rapide, et en omettant un peu Cocteau, Jean Marais est aussi un acteur très populaire du film d'aventure et d'action de cap et d'épée dans les années 50 et 60. Des rôles très marquants comme Monte Cristo en 1955, Le Bossu en 1959 et Captain Fracasse en 1961. Bon, on le connaît aussi pour Fantomas, ne boudons pas notre plaisir. Il ment. Est-ce que vous m'avez accusé de mentir quand je disais que j'avais menti ou d'avoir menti quand je disais... Oh non, tais-toi. Ici, nous devons retenir que ce duo Cocteau-Marais est un couple devenu légendaire et tout du moins incontournable du cinéma français. On peut dire, et Jean Marais le dit lui-même, que Cocteau le façonna comme une de ses sculptures. Il est réellement une planète née de son étoile. Ce couple est la définition même du système artiste et sa muse. Cocteau changea la vie de Marais en lui ouvrant la porte d'une belle carrière, en lui dessinant une inoubliable constellation dans le ciel artistique français. Les protagonistes étant maintenant connus, nous sommes prêts à nous lancer dans le film. La Belle et la Bête est donc le premier long métrage de Cocteau qui souhaitait sincèrement se plonger dans le cinématographe, cet art encore si jeune. Et pour son premier film, rien de mieux que de revisiter un mythe. Retendre la peau peut-être un peu sèche d'une histoire aux valeurs éternelles. Plonger la tête la première dans le conte de fées. Bien que ces univers collent parfaitement à la créativité de Cocteau, c'est le jeune Jean Marais, du haut de sa petite trentaine, qui lui suggéra d'adapter des œuvres du XVIIe et XVIIIe siècle.
Ni une ni deux, Cocteau sauta sur un conte de Madame Le Prince de Beaumont, auteure très influente du XVIIIe siècle, qu'il associa à la chatte blanche de Marie-Catherine Aulnoy, écrivaine du XVIIe. Il fit cette association pour être sûr d'en tirer assez de contenu pour un long métrage. Mais ce n'est pas tout, il ajouta le personnage d'Avenant qui porte avec lui son lot de nuances de jeu pour Jean Marais dans la narration, et pour la bête, nous le verrons. Tu veux que je te casse la gueule? Cela faisait donc beaucoup d'inspiration, et Cocteau souhaitant faire sa propre Belle et la Bête, il inscrit sa patte. C'est pourquoi la plastique et l'esthétique du film est si particulière et très spécifique à son art. Il s'entoura d'une équipe ô combien talentueuse et qui se montrera très fidèle dans la restitution de l'univers qu'il compte peindre. Un film de beauté certes, mais de bestialité aussi. Avide et vorace, quand Cocteau se nourrira de la beauté de Jean Marais, l'art et le cinéma se nourrira de Cocteau. L'équipe embarquera Josette Day sous l'impulsion de Marcel Pagnol. Ce dernier se désengagea du projet assez rapidement. Le décor? Le château de Raret dans l'Oise. Tout est en place, alors allons-y. Rassurez-vous, nous allons nous lancer dans un petit résumé afin d'être un peu plus confiants quant à où nous mettons les pieds. Rapide, efficace alors, va. Il était une fois donc, dans un temps indéterminé, un marchand ruiné vivant avec ses 4 enfants Ludovic, Adélaïde, Félicie et Belle. Adélaïde et Félicie, aussi, traitent Belle comme une domestique et nous sommes bien là dans un conte de fées. Au contraire de leurs âmes orgueilleuses et cruelles, Belle a bien entendu le cœur pur. C'est elle qui est courtisée par un ami de Ludovic du nom d'Avenant. Bon, on a compris, c'est dans le titre, Avenant. Car oui, Avenant est Avenant, le bougre. Je vous arracherai de force à cette vie stupide. Laissez-moi. Le père, mal en point financièrement, part pour affaires, comptant ramener des cadeaux à ses filles. Les deux pestes veulent monts et merveilles quand Belle souhaite seulement une rose. Rapportez-moi une rose. Seulement, le père perdu en forêt trouve une majestueuse demeure et cueille dans son jardin une rose. À ce moment précis, le jardinier... la bête apparaît puissante et vindicative pour tuer l'homme. Elle lui donne comme dernière volonté l'opportunité de survivre s'il échange sa place avec une de ses filles. Not a big deal. L'homme accepte, revient avec un cheval magique appelé le Magnifique, si, et c'est sa fille Belle qui de sa bravoure et de son amour pour son père prend sa place chez la bête. Contre toute attente, Belle ne souffrira pas mais apprendra à voir au-delà du monstre qui lui tombe amoureux de la Belle. Il lui donne l'opportunité de rentrer chez elle l'espace d'un instant au chevet de son père malade. Mais la cupidité et la bêtise de ses sœurs, et bien sûr d'Avenant, fit dérailler les plans. Avenant enfourche le Magnifique pour venir dérober le trésor de la bête et la tuer tant qu'à faire. Abattu par la magie du château, il prend l'apparence de la bête et la bête celle d'Avenant. Libéré de sa malédiction, la bête embarque la Belle dans son vrai royaume où ils furent heureux et eurent beaucoup de roses dans leur jardin. Fin. Il saute aux yeux que le film se construit autour de la dualité entre deux mondes bien distincts. Le monde réel, bien entendu, et celui du merveilleux, du rêve, irréel en somme. La beauté extérieure et intérieure. Il s'agit bien ici d'un cinéma du symbolisme, alors voyons cela. Nous avons vu la définition d'un mythe dans la toute première vidéo sur le mythe de Faust, allez donc la voir. Ici, voyons ce qu'est un conte et ce qu'est le merveilleux. Pour le Larousse, un conte est un récit assez court de faits imaginaires, et le merveilleux en littérature est un récit où l'émerveillement et la magie sont de la partie. La définition des mots était importante. Dans son adaptation, Cocteau fait quelques modifications bien entendu sur les sœurs et autres scènes parfois plus drôles chez lui que dans le conte original. Diable vous éclabousse et vous couvre le crotte. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est l'ajout d'un personnage créé de toutes pièces, Avenant, par définition, qui plaît par sa bonne grâce. De la grâce, sans doute, et il plaît effectivement à la Belle, mais surtout il est avenant, rentre dedans le sacripant. Pourquoi cet ajout? Tout paraîtra clair à la fin du métrage. I don't get it. Huh? Don't you see, Kyle? I don't get it. Le film démarre sur un tableau noir, Cocteau écrivant les noms de son casting sur ce dernier. L'ouverture d'un film est très souvent une partie intéressante, tant elle peut donner le ton, des clés de compréhension ou même un indice d'une certaine fatalité. Cocteau, artiste, vient pour ce film créer de toutes pièces un monde magique pour lequel il nous annonce clairement que ses acteurs vont effacer leur personnalité au profit de leur personnage, à la manière de Cocteau effaçant un nom sur le tableau. Puis, un panneau de texte, manuscrit de sa main. Premier mot, l'enfance. Cocteau appelle à notre imagination, notre indulgence. Il nous supplie de laisser de côté notre arrogance d'adulte et d'embrasser une pleine naïveté, celle de l'enfance. Il finit par le mot magique, il était une fois.
Dans une interview, Cocteau nous prévient « Le postulat du conte exige la foi et la bonne foi de l'enfance. Je veux dire admettre qu'un homme puisse être changé en bête, et vice-versa. » L'introduction par excellence, assumée par Cocteau qui a parfaitement conscience de son support. Première image, Ludovic tire à l'arc et la fatalité pointe déjà le bout de son nez. Dans les premières séquences, Cocteau dissimule le visage d'Avenant, volontairement, et profite de cette intro pour présenter les sœurs de Belle, aussi désagréables qu'irrespectueuses. Il faudra attendre qu'Avenant vienne à la rencontre de Belle et l'enferme littéralement avec la flèche du destin pour l'apercevoir entièrement, dans sa toute beauté de surface et sa toute violence et impertinence intérieure. Cette scène est suffisamment bien menée pour la comprendre même sans le texte. Théâtral ? Oui, le film le sera un peu, mais très clair dans son propos. Nous sommes dans le monde originel et réel de Belle, vêtue comme une servante alors qu'elle est socialement égale à ses sœurs. Les apparences ne l'intéressent pas, et elle ne s'attardera nullement sur son reflet. Pour ce qui est de l'esthétique, on voit immédiatement que le film aura une réalisation assez classique. Cocteau n'est pas un acrobate de la caméra, mais en bon artiste, il compose fort bien ses plans. Le point fort réside dans le directeur artistique, Christian Bérard, et la lumière de Henri Alcan, aussi réussie qu'intéressante. Dans le monde réel, Cocteau et son équipe convoquent la peinture flamande et hollandaise, et tout spécialement Vermeer et Pieter de Hooch. Le père de Belle part pour son voyage d'affaires, et il a tout juste le temps de faire quelques pas dans la forêt que tout bascule. La forêt devient menaçante, la fumée épaisse et omniprésente. Puis derrière un buisson qui semble s'écarter de son plein gré, un château. Le cheval rentre à l'étable naturellement, comme si les bêtes, elles, communiquent sans problème avec ce lieu mystique. Une entrée sombre encadrée de sculptures d'hommes nous annonce que l'art sera membre à part entière de l'équation magique. Y'a quelqu'un? Non, y'a personne. Ah bon? Le père, effrayé même de son nombre disproportionné, entre. Première scène iconique du film, l'entrée. Dans un noir profond découpant chaque silhouette, nous distinguons seulement les chandeliers, des bougies soutenues par de véritables bras d'hommes inhérents au néant, adhérents à ce noir indécent. Elles viennent percer le noir profond et révéler la silhouette du père pas folichon. Premier effet spécial artisanal, trucage à l'œil, diraient les anciens. Cocteau souhaitait le moins possible de post-production. Il voulait plus que tout faire ressentir le réalisme de l'irréel. Pour les chandeliers, la méthode est une simple marche arrière, méthode qu'il utilisera beaucoup dans le film. Mais l'effet fonctionne super bien et l'on ne peut s'empêcher de penser à Méliès. Et c'est à souligner. Rappelons rapidement que nous sommes en 1946, ce qui veut dire, à l'image de La beauté du diable, allez voir la vidéo encore sur la chaîne, si. Les effets spéciaux sont en dur, à l'ancienne, et parfois en direct sur le plateau, avec du système D, des bouts de ficelle, de l'ingéniosité. La caméra fait un mouvement panoramique d'un trait semblant sans coupe pour allumer chaque bougie jusqu'à une certaine main, indiquant le chemin, laissant son chandelier en lévitation. Le père effrayé se retrouve dans une salle semblant plus accueillante avec un dîner déjà servi en son centre. Nous voyons les premières fumées, celle abondante de la cheminée, puis une autre provenant du chandelier. Et non pas des bougies ou des plats, mais au niveau de la main qui le soutient. La magie sera systématiquement issue de la fumée. Cette dernière lui sert un verre de vin sous le regard menaçant et mystérieux des statues qui s'animent sous nos yeux médusés. C'en est trop. Homme de raison, il regarde sur la table mais rien. Il est dans un étrange irréel, et semble bien prisonnier de cet infini. Affamé, il mange et tombe de sommeil. À son réveil, il cherche à s'enfuir, quand en parcourant le château, il tombe sur un magnifique jardin et une biche morte, en guise d'avertissement. Mais voilà, une belle rose lui saute aux yeux et à l'instant même où il l'accueille, le jardinier sort de nulle part en grande colère. Le jardinier, enfin la bête, vous l'aurez compris. Oh, ok. Dans une position un peu théâtrale et accompagnée d'un vent irréel. Vent léger qui circulera sur tout le film et, d'après l'équipe technique, aussi sur le plateau. Elle propose donc son fameux marché et le père repart sur le magnifique cheval magique, guidé par la formule « va, va, va », les 3 mots répétés pour déclencher l'abracadabra. Cette découverte du château est donc l'entrée dans l'imaginaire. Alcan dira avoir été en contradiction totale avec ce qui se faisait à l'époque en termes de noir et blanc, sur la demande de Cocteau souhaitant fuir le fantastique spectaculaire et les flous de conventions associés, disant, je cite, « J'oblige Alcan à supprimer les trames, les gaz, les voiles, les flous que les naïfs s'imaginent être le signe distinctif de la féerie. Je le pousse vers l'inverse de ce qui semble poétique aux imbéciles. Je cherche à communiquer un climat qui corresponde davantage aux sentiments qu'aux faits. » Dès la première apparition, la bête est très habilement éclairée et nos yeux aguerris remarquent de suite ceux de Jean Marais, perçant ce masque de maquillage et de poils. Certes, peut-être un peu ridicule 80 ans plus tard, mais qui a son charme dans ce noir et blanc étudié et ce costume de prince brillant de 1001 feux. L'occasion pour nous de parler de ce fameux masque.
Bien entendu, il fallait créer une bête remarquable. Jean Marais voulait des grands bois de cerf, raté Jean. Ce sera un masque fait de poils de son chien et de cheveux humains représentant plutôt un carnivore sanguinaire. Cocteau voulait une bête à la fois effrayante et humaine, parlant comme un humain en habit de prince. C'est pourquoi la lumière d'Alcan perce le film pour se concentrer sur le regard amande de Jean Marais. Car tout est là, le regard, le miroir de l'âme et la trace d'humanité. Pour Jean Marais, ce fut près de 5 heures de maquillage chaque jour. Ce masque finit par être si lourd, porté plusieurs heures par jour, que Jean Marais eut de nombreuses blessures et furoncles. Agréable. Alcan rencontra des difficultés à éclairer la bête et les acteurs. Il utilisa donc un arc de lumière très près du visage et engendra des drôles de brûlures et chaleurs aux comédiens. Mais comme le fantastique, qui traverse le monde magique et réel, l'imaginaire prend forme dans la réalité même du film. Jean Cocteau subit une grave maladie de peau qui le fit terriblement souffrir au point de ne pas réussir à finir le film. C'est grâce à son équipe et leur soutien que le film se termina avec Cocteau, mais en souffrance. Intéressant de voir la bête prendre forme chez Cocteau cherchant à la dépeindre. Il avoua plus tard que justice est faite, lui qui fit souffrir Jean Marais souffre à son tour comme des vases communicants. Un lien un peu mystique existe entre ces deux hommes. Le second univers, imaginaire donc, baigne dans la lumière magique d'Alcan, orchestré par un Cocteau cherchant à se rapprocher des gravures de Gustave Doré. Ces silhouettes découpées sur un noir profond, ce château et ce champ lexical du merveilleux proche de Doré font mouche. Pour ma part, je pense que la photo du film est une vraie réussite. Quand plus tard le père est de retour et que Belle décide d'aller au château le remplacer, le film propose une découverte des lieux bien différente. L'entrée au château de Belle est une des plus belles et poétiques séquences du film. Pour elle, le château est certes le même, mais les sensations diffèrent. Belle, dans un ralenti enveloppé d'un drapé et d'une musique plus légère, survole littéralement les salles du château. Elle le traverse avec grâce et même si elle est certes effrayée, elle montre une grande conviction à parcourir les couloirs enchantés. Elle glisse littéralement sur le sol, le château magnétique l'attire physiquement, se montrant plus accueillant. Belle semble presque connaître les lieux, il est une espèce de destinée, une fatalité incarnée dans ce mouvement effleurant le sol. Belle, éclairée, tel un tableau de Georges de la Tour. Le film brise presque le 4e mur, montrant qu'il est conscient d'adapter un conte populaire pour lequel nous connaissons le cheminement et l'issue. Il nous dit « Belle sera prisonnière de la bête, voyons-la s'engager sur son destin ». Par ce biais, Cocteau imite un procédé venant directement d'un genre qu'il affectionne aussi, la tragédie grecque, où le chœur viendrait nous chanter cette scène. Le château affectionne Belle et lui parle même directement, il lui chuchote son mode d'emploi, prêt à lui être serviable, comme le fameux miroir qui réfléchira pour vous si vous réfléchissez pour lui. Et l'on sait de source sûre que les miroirs sont intraitables. On voit donc pour la première fois la bête agir avec bienveillance quand elle porte Belle, et par ce biais on y voit son échappatoire. La bête en pleine ascension vers la lumière, laissant la prison derrière elle. La prison dans laquelle Belle va devoir faire un petit tour. L'humanité derrière la bête apparaît avec Belle, et est renforcée de suite par la réplique « Belle, il ne faut pas me regarder dans les yeux. » La bête a-t-elle peur de dévoiler son humanité derrière le masque de monstre, ou craint-elle de souffrir sous le regard de l'être qui sera inévitablement aimé? Belle s'adaptera vite à cette condition. « Je n'ai pas peur », dit-elle. Elle portera les habits qui lui sont réservés et mangera sans aucun souci. La règle sera la solitude et la visite de la bête à 7 heures quotidiennement. Le film nous gratifie alors d'un des meilleurs échanges de répliques du film, droit au but. Il livre de suite son propos. « Je suis un monstre. Il y a bien des hommes qui sont plus monstrueux que vous et qui le cachent. Je n'ai point d'esprit. Vous avez l'esprit de vous rendre compte. » Excusez-moi, ça va mieux? La bête n'y va pas par 4 chemins, et fait de suite une demande en mariage. Direct mais délicat tout de même, l'opposé d'avenant en début de film. Belle refuse bien sûr mais s'intéressera tout de même de plus en plus à la bête, qui lui montrera des douces attentions. Cette dernière lutte de toutes ses forces contre sa nature monstrueuse, jusqu'à boire dans les mains de Belle, telle une bête apprivoisée. Mais la jalousie, émotion très humaine, la renvoie à son instinct animal que Belle rejettera aussitôt. Et oui, en refusant que la bête se sous-estime, la Belle lui donne donc, eh bien de l'estime justement. Alors moi il m'épate, il m'épate. De l'affection, de l'intérêt et lui renvoie, tel un miroir, de l'humanité. Malgré l'affection grandissante, Belle ne peut se résigner à revenir au chevet de son père. La bête accepte et lui donne une grande preuve d'amour en lui livrant le secret de son pouvoir. Belle se téléporte grâce au gant magique et nous avons encore un effet de marche arrière pour représenter l'apparition. De retour dans son monde originel et terre-à-terre, c'est la jalousie de ses sœurs et les machinations qui l'accueillent.
Le père va de mieux en mieux et c'est tant mieux, mais l'appât du gain et tout ce qu'il y a de plus monstrueux dans l'homme nous rattrapera bien vite. Les sœurs sont manipulatrices et envieuses et les garçons montent un plan pour braquer le jardinier, enfin la bête, quitte à flirter avec le pire des péchés, la tuer. Enfin, monsieur, vous manquez de calme et de sang-froid, hein? Cocteau nous fait un petit plaisir et nous offre quelques sourires avec la scène des oignons où les sœurs singent la tristesse. Une peine fausse et en surface, comme tout ce qui se rapporte à leur frivolité. C'est en suivant leur avidité et en étant dupé encore par l'apparence qu'Avenant courra à sa perte. Du verre, c'est du verre. Du verre, c'est du verre, mais les statues ne sont pas vraiment des statues, cher Avenant. Les flèches, par contre, si, ce sont bien des flèches. Tu me lâcheras quand je te le dirai. Et au moment de voler le trésor du jardinier, la flèche originelle d'Artémis transperce Avenant. Artémis, déesse de la chasse qui transperce les bêtes sauvages. Car Avenant est depuis le début la véritable bête de l'histoire. Il deviendra par ce biais monstrueux aussi à l'extérieur en prenant l'apparence de la bête dans un joli effet de superposition. Instantanément et encore avec un procédé de marche arrière, la bête qui était mourante en absence de Belle guérit et redevient humaine et prend l'apparence de Avenant. Pas de chance pour Belle. Avenant symbolise la beauté du jeune homme idéal mais pas pour Belle. Déconfite à la question « Êtes-vous heureuse ?», elle nous enverra un superbe... Il faudra que je m'habitue. Il m'en faudrait peut-être une deuxième. Quelle étrange résolution alors que la fumée change de sens et entre pour s'enfermer définitivement dans le gant, le maléfice se renfermant sur lui-même par l'intercession de Belle. Et oui, cette dernière l'a porté et sa vertu, nous l'avons vu, a triomphé. L'on s'attend tout de même à ce que Belle soit heureuse que la bête redevienne prince et se débarrasse de sa monstruosité, mais non, pas du tout. Belle, ne mentant jamais, semble vouloir détruire la fin du film. Merci Belle. Il vous déplaît que je ressemble à cet ami de votre frère. Oui. Non. Si l'on est observateur, Disney effleurera l'idée 45 ans plus tard. Belle marque une hésitation devant le prince et l'accepte quand elle prend contact avec ses cheveux, lui rappelant le pelage de la bête. Subtil et moins violent tout de même. Alors pourquoi ? Parce que Cocteau a tant approfondi le personnage de la bête, tant mis en lumière sa sensibilité et ses reliefs humains, tant mis en avant la lutte intérieure qui fait rage dans son cœur, que la Belle ainsi que le public préfèrent finalement voir la bête qu'Avenant. Et oui, nous le public sommes sensibles aux luttes intérieures qui entraînent systématiquement notre empathie. Et c'est dans ce sens que le pari de Cocteau est une réussite. La Belle, mais aussi le spectateur, voit la beauté intérieure au travers de tous les artifices ou toutes les monstruosités du monde physique. Pour Cocteau, certes influencé par la réception publique qui préfère la bête à Avenant, pour lui donc, la bête aurait dû définitivement mourir et Belle terrée seule dans le château. Ceci dit, étrange paradoxe de soigner autant l'esthétique du film et donc sa forme, pour au final mettre en avant son fond. Mais n'est-ce pas un des procédés majeurs du cinéma, l'art de l'illusion au service du fond ? Et c'est bien l'essence de ce conte, cette morale que nous connaissons tous. La beauté intérieure, du fond donc, celle du cœur, est plus importante que la beauté extérieure de la forme. Et dans un dernier élan poétique, notre couple s'envole pour le royaume lointain d'Avenant, un autre monde que l'on espère en accord avec les choses essentielles, comme l'amour et non la cupidité. Avant de s'engager sur une conclusion, cherchons ensemble les enfants de ce conte. Pas forcément ceux du film, mais bien du conte. Il y a de nombreuses adaptations, alors survolons. L'une, en 1962, de Édouard Kahn, puis en 1978 de Juraj Herz et en 1987 de Eugène Marnet. Disney sort enfin son adaptation animée, un cartoon qui fera un carton en 1991, puis refera un live raté en 2017. Notre cher Christophe Gans fera la sienne en 2014. Penchons-nous aussi, et là c'est plus intéressant encore, sur les adaptations libres. Peut-on saupoudrer ce conte dans d'autres films et en retirer de l'intérêt ? Le premier qui me vient à l'esprit est bien sûr le magnifique Edward Scissorhands de Burton en 1992, Édouard aux mains d'argent, où il est impossible de ne pas retrouver notre conte. Une bête, guillemets, c'est Johnny Depp quand même. Beau intérieurement, beau extérieurement, une belle, un château, et même Avenant, si on peut dire, qui finira transpercé non pas par la flèche du destin, mais par des mains acérées du vrai prince. Les ciseaux du destin, si vous préférez. Et tous les codes du conte se retrouvent dans une pleine et entière poésie. Un Burton jeune, fringant, inspiré, foncé, évidemment.
plus subtilement encore au pays du soleil levant et de l'animation d'antan, dans le château ambulant, film jalonné de métaphores. Une jeune fille à l'apparence d'une vieille dame, premier jeu sur l'apparence, un château qui fonctionne grâce à un cœur, et bien entendu le baiser de Sophie à Oru, retrouvant humanité, ou carrément à Navet, prince qui avait subi une terrible malédiction. Là, on y est. Pour finir, il est assez pertinent je pense de retrouver un peu de notre compte dans le mythe du vampire et ses adaptations, et très clairement dans celle de Bram Stoker. Pour Cocteau, le merveilleux est ce qui nous éloigne des limites dans lesquelles il nous faut vivre. Dans son atelier d'artiste, de dieu créateur de son propre monde, il va modeler cette ancestrale cire du conte à la lumière de son étoile pour en extraire derrière quelques fumées une essence moderne, un enseignement toujours d'actualité, qui provoque un drôle d'écho en 1946, au lendemain de la terrible guerre. Il nous encourage à chercher la pureté, ne pas avoir peur de nos propres monstruosités indivisibles de notre condition pour trouver un chemin authentique et qualitatif. Il faut comprendre que la beauté est au centre de sa vie. La beauté doit être au centre de la nôtre. Il faut comprendre que la beauté ne s'arrête pas à la beauté esthétique extérieure, ni même à la beauté intérieure. La beauté avec un B majuscule n'est pas que l'expression d'un idéal esthétique physique. Ce dernier représente la face visible d'un iceberg bien mystérieux, hautement nécessaire à nos vies et bien trop oublié de nos jours. Nous pensons pouvoir nous en passer et c'est une grave erreur que Cocteau chercha à corriger toute sa vie, à travers sa poésie ou son cinéma. L'apologie de l'intérieur sur l'extérieur du vrai et non du faux, de ce qui n'est pas facile et rapide, mais qui est intense et rugueux, l'opposé de notre époque en somme. La beauté intérieure des mots, de l'intérieur du sens profond des mots et de leur musique. Attendez, n'est-ce pas précisément là la définition de la poésie ? Soyez créatifs, soyez rêveurs. S'autoriser à plonger profondément dans le rêve permet d'entrevoir la face immergée jalousement dissimulée sous les flots. Un lien avec la réalité doit être bien entendu conservé, mais un lien avec le rêve est capital. Dans le rêve s'active la créativité qui laissera le beau s'extraire pleinement. Soyez créatifs et attentifs au beau, qui peut se retrouver dans les choses les plus insignifiantes pour notre société mais parfois fondamentales à notre équilibre. Un regard, une rose. Soyez rêveurs et suivez l'étoile. Elle vous permettra de découvrir chez vous un nouveau don, une double vue qui réfléchira pour vous si vous réfléchissez pour elle, qui n'aura aucune limite par-delà les apparences, vous ouvrant les portes d'une histoire heureuse. Plissez les yeux, fermez-les si nécessaire, mais cherchez l'étoile.